Salam alaikum Mazoul, bonsoir de nouveau. Donc deuxième partie de cette émission couverture spéciale sur les élections, notamment les élections en France qui ont débuté donc hier et avant-hier, avec une interruption jusqu'à jeudi, chose inédite jusque-là parce que l'État français a demandé au régime algérien de suspendre donc la période électorale pour ne pas gêner les élections françaises. Ce qui a été exécuté droit sur la couture du pantalon, bien sûr. Et donc voilà, je reçois d'autres cofondateurs à Club Émergence et néanmoins représentants, je crois, membres fondateurs. Membre du comité central. Membre du comité central de Talal Hurriyet. Talal Hurriyet. Est-ce qu'il pourrait être tenté aujourd'hui par soit l'annulation avant jeudi, soit l'invalidation si jeudi aussi dans le pays, il s'avère que le boycott est aussi immense et massif que le laissent penser les événements. Écoutez, si vous me le permettez, dans un premier temps, j'aimerais juste peut-être contextualiser effectivement ce boycott, cette abstention massive que subit ces élections, qui finalement ne sont pas le fruit du hasard, loin de là. Ce boycott, finalement, si on arrive à lui apporter une lecture en filigrane et le déchiffrer frontalement, d'une manière pragmatique, on va s'apercevoir que ce boycott, cette abstention, est finalement un cri d'alerte, un signal fort du peuple algérien. À défaut de ne pas pouvoir justement exprimer son vote, qui est détourné, qui est dénaturé, il l'exprime par l'abstention. Finalement, un message pacifique et peut-être plus efficace, malheureusement. Ce boycott est également le fruit, quelque part, de l'absence d'offres politiques, qu'on se le dise. Tant et si bien que si elle existait, quand bien même elle existait, elle est soporifique, elle est ennuyeuse. Encore moins qui répond en fait aux attentes des Algériens et des Algériennes. Vous voulez parler de l'opposition ? Non, je parle de l'offre politique du régime, du gouvernement qui est censé justement... je crois qu'elle est plus que soporifique. Qu'on se le dise, effectivement. Ouais, c'est pour ça que je veux vraiment apporter cette lecture pour dire qu'au-delà que le boycott soit un fait, une logique naturelle, je dirais, dans la culture électorale. Un aboutissement. Absolument. Mais au-delà de ça, c'est aussi un cri d'alerte, c'est une colère, c'est une lassitude. Mais est-ce que le régime va l'entendre pour une fois? Parce que, je ne sais pas, moi, à la place du régime, très franchement, moi, si j'étais le régime, je me dis là, il ne faut pas trop tenter le diable. Parce que là, à la limite, ça reste gentil, ça reste calme, il n'y a rien, il ne se passe rien. Ils vandalisent des panneaux électoraux, ils accrochent des sacs poubelles dans les panneaux électoraux, ils vendent des chansons, des parodies, ils vendent dans les Facebook. Mais il ne faut pas trop pousser parce que, donc, il vaut mieux annuler ces élections avant jeudi. Sinon, si on en va attendre jeudi, allez, on va voir, peut-être que ça va bouger. Et si ça ne bouge pas jeudi, il vaut mieux invalider, parce que cette fois-ci, s'ils font passer un Parlement à 5 ou 6% des voix, vous imaginez que les gens ne vont pas se laisser faire, comme d'habitude. Non, mais Bédis Rissa. je ne suis pas convaincu que ce soit un leurre. Certes, c'est un avis qui se respecte et que je respecte et est pertinent. Mais je pense que le régime aujourd'hui a dû recevoir certainement, d'une manière d'ailleurs inattendue, un coup de massue. Ce qui explique pourquoi, d'ailleurs, vous avez évoqué tout à l'heure la sortie de Sellel ce matin ou hier lors d'un déplacement. Monsieur le ministre des Affaires religieuses également, en plus qui plus est dans une manière très désinvolte et très déconnectée de ce que devrait être un ministre, c'est-à-dire de la prestance et du charisme et un certain degré de respect envers ses concitoyens. Donc on est vraiment typiquement, ce que je disais tout à l'heure, dans une démarche de mise sous tutelle, quand il y a des clauses de conscience qui se font, on va dire, ressentir ici et là. Mais pourquoi je ne suis pas vraiment d'accord? Parce que aujourd'hui, plus que jamais, justement, cette sortie, ces expressions inopinées, inattendues de certains membres de l'exécutif qui sont finalement des exercices claniques, parce qu'ils appartiennent en fait à un bord contre peut-être un bord. Et ça, je pense qu'on le sait depuis quelques temps déjà, qu'il y a une tension clanique au sein même du régime. Ce qui explique pourquoi aujourd'hui que même au sein même de l'organisation des élections, nous avons vraiment deux lectures aux antipodes finalement de ce que devraient être justement des législatives un jour de fête dans des pays qui se disent démocratiques et non pas démocrature. Aujourd'hui, ce régime justement essaye de redistribuer les cartes, d'essayer de on va dire rétablir l'échiquier politique qu'il a perdu depuis quelque temps déjà. J'en passe les étapes qui sont plus ou moins succédées, qui ont fragilisé ce régime-là. Donc aujourd'hui, ces élections, au-delà que de la crainte que ce soit un flop total,
par l'abstention massive, il y a aussi une autre crainte qui est la plus significative. Cette crainte, elle est envers l'opinion internationale, parce que c'est ce qui prime pour ce régime finalement. Vous savez, pour le peuple algérien, ça reste un sujet marginal qui finalement appartient de leur équation à plusieurs inconnus. Donc il est au second plan. Ce qui leur importe le plus aujourd'hui, c'est cette crédibilité, cette légitimité qu'ils ont perdue. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de faire une transition. Rachid Nekez. Bedis Khenissa, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, ce qu'il faut faire, sans prétendre avoir la science infuse ni une réponse exhaustive, je dirais aujourd'hui, le rayonnement de l'Algérie passe inéluctablement par la réappropriation de sa pleine citoyenneté. C'est-à-dire, nos concitoyennes et concitoyens doivent impérativement reconsidérer le devoir de responsabilité. Aujourd'hui, nous l'avons vu, nous l'assistons d'ailleurs. C'est pourquoi d'ailleurs aujourd'hui on est autour de cette table pour parler du boycott massif. C'est un message fort que nous donnons justement à ce régime. Je rappelle que votre formation, Talal Hurriyet, ne s'est pas prononcée pour un boycott franc et massif, mais pour la non-participation. Écoutez, vous réitérez encore la subtilité vis-à-vis je le rappelle parce que... Quoique la finalité est la même. Voilà. Certes, mais... Il n'aime pas quand je fais la distinction entre démocratie et état de droit, mais il veut la faire entre abstention et boycott. La finalité est la même. La finalité est la même. Ceci étant. Mais justement, vous me permettez de rebondir. C'est comme ceux qui disent il faut barrer la route à Le Pen, mais sans appeler à voter pour le Monsieur Macron. Si vous me permettez, donc... Et ça me permet de rebondir sur un autre aspect. Il faut que la société civile algérienne soit une force de proposition, qu'elle soit plus dans l'expectatif, qu'elle soit vraiment dans l'action, dans le mouvement. Mais elle n'existe pas en tant qu'entité. Elle arrivera à le faire, elle arrivera à le faire bien évidemment avec une synergie de forces multiples, bien évidemment. Quand je dis la société civile accompagnée justement de forces de proposition politique. Je disais tout à l'heure en introduction sur cette absence d'offres politiques qu'on devrait justement essayer de réactiver quelque part par des projets. Parce que le peuple algérien a besoin de quoi finalement aujourd'hui? Parce qu'au-delà de la discussion qu'on est en train de tenir aujourd'hui vis-à-vis du boycott et de l'abstention. Les gens qui nous écoutent, M. Djamadi, juste un mot. Pardon, je reviens à vous, Bedis. Oui, juste un mot. Je pense très honnêtement que ça sera possible d'arriver à un changement si les vrais opposants, et tous les opposants, quelle que soit l'obédience, commençaient à se faire confiance et commencer à agir en commun. Vous êtes l'un et l'autre face à face, Moussaoudi Ziala et Hassan, tendance RCD, tendance FIS, et vous êtes autour d'une table en train de parler de l'Algérie, du peuple algérien. Absolument. Vous êtes en train de soutenir le peuple, l'un et l'autre. Et on n'a aucun problème. Voilà. C'était mon point suivant justement. Quand je disais être en mouvement et être en action, c'est justement essayer de s'attarder sur ce qui nous unit. Converger sur ce qui nous unit finalement. C'est quoi qui nous unit? Et non pas ce qui nous différencie. Ce qui nous unit, c'est de sortir de ce régime. Non, mais le régime, éviter la mise en faillite de l'Algérie par exemple. Avec les mêmes institutions de type colonialiste. Mais en essayant de rester dans l'angle des élections, parce que c'est notre sujet d'aujourd'hui. Bien évidemment. Moi je pense qu'au-delà de la refondation de l'État, il y a une refondation du modèle politique, de gouvernance qu'il faut prendre en compte d'abord, diagnostiquer et pouvoir le corriger. Parce qu'aujourd'hui on a un modèle de gouvernance, je vous rejoins tout à l'heure, sur dupliqué de jadis, il fut un temps, de l'ex-URSS, appelons ça comme on veut. Et aujourd'hui on vit dans une ère de mondialisation, une ère justement où on doit réajuster, mettre à jour notre software et notre logiciel politique. Donc la refondation du modèle politique est un fait, est une obligation. Ensuite, bien évidemment, une seule main n'applaudit pas. Nous avons également d'autres actions à mener parallèlement. Je parlais tout à l'heure de la société civile, de la convergence des forces vives, effectivement, de part et d'autre pour pouvoir permettre de faire bouger les lignes. Aujourd'hui, je pense qu'avec le boycott, on a amorcé une espèce de catalyseur qui va permettre effectivement, avec une force centrifuge, qui va permettre un mouvement conséquent. Et si vous voulez, c'est la somme de tout cela. Mais la réappropriation de la pleine citoyenneté est un fait aussi qu'il faut prendre en compte. Maintenant, vous savez, tant qu'on est dans un modèle de gouvernance dans lequel le niveau de compétence se mesure par le degré d'obédience, le degré d'allégeance, voire d'asservissement, nous ne sortirons pas de ce. Alors, il nous reste 4 minutes. Donc, Bedis Khenissa, le mot de la fin, 1 minute. Le lendemain du 4 mai, dans un contexte normal, je vous aurais dit, ça aurait un effet placebo. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans un contexte différent. On est dans un contexte où il faut prendre en compte certaines
facteurs. Et le 4 mai? Certains facteurs, effectivement, j'y viens. Ces facteurs-là sont prépondérants aujourd'hui plus que jamais. Le contexte géopolitique, sécuritaire régional, notamment sécuritaire en matière de terrorisme et lutte antiterroriste, sachant que l'Algérie est vous allez épuiser votre minute. Est un vis-à-vis par rapport à l'Europe et la France. Donc la France et l'Europe a tout intérêt que ce pays soit stable, d'une part, et d'autre part aussi la redistribution des cartes politiques et l'échiquier politique mondial, et en l'occurrence outre-Atlantique, qui va... Et c'est fini, je vous avais dit. Voilà. Merci d'avoir assisté à cette émission. J'aimerais remercier Dr Msaoud Ouziala, Badis Khnissa, Hassan Hirish, Zohir Rouis, Rachid Nekaz, Arif Mchakra et Zohir Rouis. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Et je n'oublie pas de remercier particulièrement le public qui est avec nous depuis tout à l'heure, qui nous a enrichi de sa présence, de tellement jolis sourires. Et nous de remercier Jamal Din Benchinouf qui a bien orchestré ce débat. Merci beaucoup, cher ami. Barakallahu fikum. Ala khair, salama.